Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons regarder donc, les prérequis pour la séquence 4 qui portera donc, sur les lentilles et la perception des couleurs. Donc en seconde, vous avez normalement vu donc, que la vitesse de la lumière se propage à une vitesse dans le vide ou dans l'air en première approximation qu'on note C avec 3,00 x 10 puissance 8 mètres par seconde ou alors 300 000 km par seconde. Au niveau de la lumière, donc la lumière blanche, ce qu'on appelle la lumière blanche, donc elle est spectre continu d'émission. Donc c'est quelque chose qui est un chapitre qui était au programme de seconde. Donc la lumière blanche peut être décomposée à l'aide d'un prisme ou d'un réseau. Cela permet d'obtenir ce qu'on appelle le spectre. Donc là ici vous avez un spectre, donc 400, 800, les limites donc du domaine qu'on appelle visible. Donc 400 ici vous êtes dans le violet, le bleu, et ici vous êtes dans le rouge, proche de 800. Donc infrarouge au-delà, ultraviolet en dessous. Chaque nuance colorée d'un spectre correspond donc à une radiation colorée par sa longueur, caractérisée par sa longueur d'onde qui est exprimée en nanomètres. Donc si vous prenez ici une radiation, donc c'est une raie infiniment fine si vous voulez. Donc dans un spectre comme celui-là qu'on appelle un spectre continu, puisqu'il n'y a pas de changement brutal de couleur, donc il y a une infinité de radiations. Le spectre continu de la lumière émise donc par un corps chaud donc dépend de la température de surface de ce corps. C'est ce qu'on a vu, et on a vu que plus un corps était chaud, plus son spectre se décalait vers le violet. Donc il s'enrichit vers le violet quand la température de surface du corps augmente. Les spectres de raies d'émission. Donc les spectres de raies d'émission, donc sont ça, c'est un fond noir, des raies colorées. Donc ici on vous dit que le spectroscope permet d'obtenir donc un spectre d'émission, un fond noir récoloré. Chaque raie colorée du spectre d'émission correspond à un pic d'intensité du profil spectral. Alors, le profil spectral, c'est quelque chose qu'on représente comme l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Donc ça, ce sont des radiations émises par une espèce chimique qui sont caractéristiques de cette espèce. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que pour une espèce, à chaque espèce, on associe un spectre d'émission qui lui est propre. Et c'est pour ça que quand en gros on a des spectres d'absorption, des spectres d'émission d'étoiles, on peut aller vérifier les éléments et trouver la composition des gaz par exemple, en comparant donc le spectre d'émission ou d'absorption donc avec les spectres d'émission des espèces entre guillemets atomiques à l'état pur, ce qui permet par comparaison de dire que dans telle atmosphère il y a tel gaz ou tel gaz. Ensuite, réactiver ses connaissances. Alors on va faire ça rapidement. Comment obtient-on expérimentalement un spectre d'émission? Donc on l'a dit au-dessus. Donc c'est à l'aide il faut envoyer la lumière qu'on veut analyser sur un réseau ou sur un prisme. À partir des données du tableau, vérifiez que le spectre proposé n'est pas celui donc, de l'atome de mercure. Alors, ici vous avez, donc, pour le mercure, vous avez les longueurs d'onde 405, 436, 546, 579. Donc ça veut dire que s'il y a du mercure dans une lampe, dans le spectre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toutes ces radiations, toutes sans exception. S'il n'y en a qu'une, c'est pas du mercure, il faut les 4. Donc ici, on voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 raies. Bon, déjà, la première chose, c'est plutôt bon signe. Mais, regardez bien, ici, vous avez une raie au-delà de 650. Là, vous n'avez pas de radiation 650. Alors, admettons qu'il l'ait oublié. Par contre, ici, celle-là, 579 et celle-là, 546. 579, 546, on est en gros autour de 550 à 600. On voit qu'il n'y a aucune radiation. Il n'y a pas les radiations du gaz mercure. Donc, ce spectre d'émission n'est pas celui de l'atome de mercure. Ensuite, un spectre de raies d'émission permet de caractériser donc une entité chimique et monochromatique et constituée d'une infinité de radiations. Alors une infinité non, il est monochromatique s'il n'y a qu'une seule raie, mais dans le cas général c'est pas vrai, et il permet surtout de caractériser une entité chimique. Le domaine des radiations visibles s'étend de 4 10-7 à 8 10-7 mètres, donc ça c'est bien nanomètres. Si vous faites 400 nanomètres, ça fait bien 4 10-7, donc ça c'est bon. S'étend de 400 à 800 nanomètres, c'est bon aussi, et s'étend de 400 à 800 micromètres, c'est faux. Le spectre de raie d'émission de l'atome de sodium peut être, alors est-ce qu'il peut être celui-là, celui-là ou celui-là? Il n'y en a qu'un seul qui est un spectre d'émission avec un fond noir et des raies fines, c'est celui-là. Donc c'est le C. Ici vous avez un spectre continu, et là vous avez aussi un spectre continu. Là vous avez un spectre continu, deux spectres continus de source, vous pouvez juste dire que celle-là elle est plus chaude que celle-là. Alors ensuite, pour ce qui est des lentilles minces convergentes, que vous n'avez pas forcément tous vu, ça a été lié surtout à des réformes en fin d'année. Les lentilles minces convergentes, donc c'est un système optique que l'on peut comparer à l'œil. Alors dans l'œil, vous avez l'œil réel avec différents composants qui sont donc l'iris,
les milieux transparents, tels que tous les milieux, beaucoup de milieux transparents. Et vous avez entre ici la rétine et le cristallin qui doit être ici, voilà, vous avez une certaine distance qui est fixe. Alors bien sûr, vous pouvez légèrement changer en appuyant avec les muscles, mais c'est quand même assez difficile de bouger cette distance-là. En première approximation, la distance cristallin-rétine, vous comprendrez assez facilement qu'elle ne bouge pas. Donc là, vous avez l'œil réel, et nous, en physique, on le modélise par un modèle dont l'objectif d'être quand même beaucoup plus simple. Donc vous avez un diaphragme modélisé par l'iris. Vous avez donc une lentille convergente de distance focale ici, qui modélise donc le cristallin. Vous avez une distance lentille écran qui est ici fixe. Et par contre, la lentille convergente de distance focale variable, c'est-à-dire qu'en appuyant ce qu'on appelle l'accommodation, en appuyant ici sur les, quand vous voulez accommoder, que par exemple vous voyez mal au loin, ou mal de près, vous avez l'impression vous n'avez pas plus que l'impression, vous froncez les sourcils, et en faisant ça, vous jouez sur le bombé en fait du cristallin, puisqu'il change donc la distance focale associée à cette lentille mince convergente qui est le cristallin. Et bien sûr, l'écran, c'est la rétine. Pour obtenir une image, donc on a vu des tracés assez rapides. On a vu 3 tracés, donc le lentille mince représenté par une double flèche. Vous avez un objet représenté par une flèche. Alors généralement on prend toujours un point sur ce qu'on appelle l'axe optique, c'est l'axe qui passe par le milieu donc, de la lentille mince. Cet axe optique est perpendiculaire donc, à la lentille. 3 rayons. Alors il y a un rayon, on va dire le plus simple, les rayons qui passent par ce qu'on appelle le centre optique ne sont pas déliés. Le centre optique c'est le centre de la lentille. Donc il continue tout droit. Ensuite, ici, le rayon vert. Les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique émergent en passant par un point particulier de lentille qu'on appelle le foyer image, F'. Donc tous les rayons qui arrivent parallèles, ici, ils passent par le foyer image. Cette distance OF', on lui donne une notation particulière, ce qu'on appelle la distance focale. Ensuite, les rayons qui passent par le foyer objet F émergent, eux, parallèles à l'axe optique. Donc, c'est-à-dire que tous les rayons qui passent par ce point-là ressortent parallèles à l'axe optique. Alors, en première approximation, généralement, nous, on va souvent travailler dans le sens où OF' égale OF, c'est-à-dire que le point F' est le symétrique du point F par rapport au point O. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les lentilles, mais dans une première approximation, on va dire dans les premières secondes, et dans la majorité des cas de première et au lycée, on travaillera sur ce type de lentilles. On a vu la valeur absolue du grandissement. Alors, valeur absolue du grandissement. Le grandissement, c'est A'B' sur AB égale OA' sur OA. Là, ils vous définissent la valeur absolue du grandissement. Alors, la valeur absolue du grandissement, je vais l'écrire quand même, parce que c'est important. Vous verrez peut-être dans les manuels que le grandissement, c'est la valeur, dans le cas général, de A'B'. Alors ici, en valeur algébrique, divisé par la distance AB, toujours en distance algébrique. Alors, la différence fondamentale entre ces deux notations, celle-là, c'est la notation générale, avec les grandeurs algébriques. Une grandeur algébrique, c'est quoi? C'est une grandeur qui peut être positive, négative ou nulle, donc selon l'axe, selon la direction dans laquelle on va. Vous avez dû voir en seconde que dans cette direction-là, c'est noté positivement. Ici, je vais le mettre ici. Là, c'est le sens plus pour l'axe des abscisses, et là, vous avez le sens plus pour l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, ici, AB, quand on va de A vers B, donc la distance AB, on va de A vers B. Donc la distance de A vers B, elle pointe dans le sens positif. Donc cette grandeur AB algébrique est positive. La distance A'B', on va de A', pardon, j'ai oublié le prime ici, on va de A' vers B'. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Si on va de A' vers B', ici on voit quoi? On voit bien que cette grandeur ici, quand on va de A' vers B', on va dans le sens inverse du sens positif. Donc ça veut dire que cette grandeur-là, A'B' serait négative. Donc ce qui ferait que le grandissement pourrait être négatif. Par exemple dans ce cas-là. Donc quand on prend la valeur absolue en mathématiques, ça veut dire qu'en gros la valeur absolue, on prend que valeur absolue de moins 3, c'est 3. Valeur absolue de moins 5, c'est 5. Valeur absolue de 5, c'est 5. Bon, pour parler simplement, on enlève le moins. Donc ça veut dire qu'en gros, ici, c'est pour ça qu'ici, ils ont écrit A'B' sur AB, ici,
et on ne met que des grandeurs, que des longueurs donc normales, on va dire classiques, qui par définition sont positives. Donc c'est pour ça que ici, dans la valeur absolue du grandissement, vous serez toujours positif. Alors ensuite, si on continue donc à répondre à les petites questions qui suivent. Donc ici on vous dit, on modélise le système donc de projection d'un vidéo par une lentille mince. L'objet dont on observe l'image sur un écran est un rectangle de quelques millimètres. Comparez la taille ainsi que le sens donc, de l'objet et de son sens donné par un vidéoprojecteur. Alors ensuite on vous demande la valeur absolue du grandissement est-elle supérieure ou inférieure à 1. Alors comparez la taille ainsi que le sens de l'objet et de son image, donné par un vidéoprojecteur. Alors le vidéoprojecteur, c'est un peu bizarre qu'ils aient mis cette image-là, parce qu'on ne sait pas trop, on ne le voit pas en fait au niveau de l'image. Alors on va reprendre ici. Au niveau du vidéoprojecteur, donc l'objectif, imaginez, vous avez quelque chose qui est ici, vous avez la lentille ici du vidéoprojecteur, et l'objectif c'est que ici, cette image-là soit la plus grande possible. Alors, bien sûr, dans un vidéoprojecteur, c'est pour ça que c'est pas très parlant ici, dans un vidéoprojecteur, on n'a pas envie de regarder le film à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait plutôt au-dessus. Donc au niveau du sens, je pense que le sens donc, serait dans le même sens que l'objet. Par contre, au niveau de la taille, on aime bien quand on a un vidéoprojecteur, généralement on place un film dans le vidéoprojecteur, on aime bien avoir quelque chose de plus grand possible. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la taille de l'image serait supérieure à celle de l'objet. Bon, cet exercice-là n'était pas forcément, on va dire, super clair. Ensuite, l'image, on répond au QCM. L'image réelle d'un objet à travers une lentille mince est renversée par rapport à l'objet, est observable sur un écran et de même sens que l'objet. Alors attention, l'image réelle d'un objet à travers une lentille mince est renversée. Ça, c'est par rapport à l'objet. Elle est observable sur un écran, oui. On parle pas d'image, là on parle bien d'image réelle. Là, vous avez dû voir normalement ce qu'on appelle l'image virtuelle, on le reverra cette année. Et de même sens que l'objet, là par contre c'est non. Si la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, c'est ça que ça signifie. Alors, l'image A'B' est plus grande que l'image AB. L'image A'B' est de même dimension que l'objet AB. Bon, si c'est strictement supérieur à 1, de toute façon, même si on n'a pas compris grand-chose, ça ne peut pas être exactement égal. Ou l'image est plus petite. Bon, c'est le grandissement supérieur à 1, c'est que l'image est plus grande. Par contre, si ici on ne sait pas si elle est de même sens ou si elle est de sens, si l'image est renversée ou si l'image est droite. Pour ça, il faudrait la valeur exacte de gamma avec le signe plus ou le signe moins. Alors la bonne légende du modèle de l'œil. Donc ici 1, est-ce que c'est l'écran? Alors dans le modèle de l'œil, ici en gros ça c'est un réducteur de lumière, ça c'est la lentille et ça c'est l'écran. Et ça c'est la distance qu'il y a. Alors le 2, donc c'est forcément une lentille. Le 1, c'est un réducteur de lumière, c'est un diaphragme. Le 3, c'est un écran. Et enfin, la 4, c'est une distance centre optique écran. Donc la seule réponse possible étant là, C. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.